bonjour et bienvenue à Pack de Potes. Alors moi c'est TK, Terry Coffin, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et je suis très content d'être là avec Théodore de Saint-Rémy, ce grand homme de 2 mètres qui joue deuxième ligne, qui jouait deuxième ligne dans plusieurs équipes. Théo, petite question, est-ce que tu as toujours joué deuxième ligne? L'histoire ne le dit pas, mon cher Thierry, parce que j'ai joué parfois troisième ligne, mais mes copains se foutaient quand même pas mal de ma gueule parce que j'étais pas fait pour ça. Pour être très honnête, je rêvais, quand j'ai fini ma carrière, de finir un match en numéro 8. Et si c'était un match où on dominait un peu, etc., à un moment, sur une mêlée, d'essayer de reculer un peu, de combiner avec le 9 et le 10 et de taper un drop. Voilà, ça aurait été le rêve de ma vie, d'avoir dans le journal drop Théo de Saint-Rémy. Ça m'aurait plu, ça. Mais tu vois, en termes de transfert de poste, c'était un peu de ce genre de légitimité. Non, ouais, deuxième ligne, c'était vraiment mon poste. D'accord. Merci, j'apprends tous les jours, c'est sympa. Bon, on sait que l'actualité hors de rugby est assez horrible en ce moment, mais je voulais commencer avec une petite histoire qui me fait chaud au cœur et qui correspond vraiment aux valeurs de rugby. Mon fiston, il a joué 2-3 années dans une équipe locale de Pontarlier, de CAP de Pontarlier. Mais l'année dernière, il pouvait pas, parce qu'en fait, il avait une opération. Mon fils a un maladie génétique qui fait en sorte qu'il a parfois des opérations. Et en fait, j'étais juste très ému par le soutien de son équipe de CAP Rugby, des U14. Maintenant, ils sont U16. Récemment, donc, il était invité par son équipe. Ils ont remis un maillot avec son nom, avec des shorts. On a mangé un spaghetti bolo avant le match avec toute l'équipe. Il était là assis à côté de ses anciens coéquipiers. Et même s'il peut plus jouer au rugby, j'ai trouvé ce geste fait de la part des éducateurs et de son équipe vraiment magnifique. Et en plus, ils ont gagné ce match-là. Donc, je voulais juste dire un grand merci à CAP Rugby de Pontarlier de ce geste et ces valeurs de rugby qui sont vraiment très très forts dans notre sport. Oui, ce que tu décris, c'est à la fois tout petit et à la fois immense. Voilà, c'est la beauté des sports collectifs et je pense que dans le rugby, qui est le seul vrai sport de combat collectif, ce truc-là est peut-être un petit peu plus fort que partout ailleurs. Je pense que moi, je suis comme toi, je suis ému par la situation actuelle, voilà, profondément, et je pense que c'est pas l'objet de notre podcast, mais moi, j'ai posté sur Facebook une image de judokas qui ont l'âge peut-être de ton fils aujourd'hui, dont tu parles, de 12-13 ans dans une compétition internationale, qui se tiennent par les épaules avec un kimono bleu et un kimono blanc et un kimono ukrainien et un kimono russe. Et je trouve que voilà, le sport et l'engagement dans le sport parlent très souvent de fraternité. Et quand la fraternité n'est pas feinte, n'est pas fausse, c'est ce qu'elle donne. C'est là où le sport aussi donne ce qu'il a de plus beau, tout simplement. Donc, ouais. Chapeau au club de Pontarlier. Il y a des initiatives comme ça dans plein d'endroits, et évidemment, il n'y a pas que le rugby qui donne ça. Soyons pas trop chauvins avec notre sport préféré. Je suis sûr qu'aux États-Unis, d'ailleurs, j'en ai vu aux États-Unis, il y a parfois, tu sais, des images avec un gamin qui traverse le terrain pour aller marquer un touchdown, etc., qui a peut-être vécu aussi lui, des soucis de santé, qui pouvait plus jouer, puis tous ses copains lui font un truc. Et c'est vrai que là-dessus, les terrains de sport sont pour ça. En fait, on dit avec ça beaucoup plus qu'avec des mots. On pourrait écrire des livres, ça suffirait pas pour ressentir ce qu'on ressent dans ces moments-là. Et je pense qu'effectivement, ce plat de bolognaise là, il a pas de prix. Ouais, donc j'étais vraiment super touché par cette geste et voilà, donc ça m'a beaucoup ému. Ouais, on pourrait peut-être. J'ai écouté avec grand plaisir moi l'interview de Becca et Boupard sur les rugbymen. Ah. Peut-être que tu pourrais leur glisser dans le scénario une fois d'avoir une page comme ça sur l'accueil de quelqu'un qui joue plus mais qui jouait, et de montrer une troisième mi-temps avec lui.
les troisièmes mi-temps, souvent, c'est un peu plus fun, surtout dans les bandes dessinées. Hein. Ouais, c'est sûr. Donc, c'était sympa de passer un bon moment avec ces deux personnes. Franchement, ils étaient vraiment très très sympas et j'adorais cette interview. Donc, si vous avez pas eu l'opportunité de l'écouter pendant les vacances scolaires de tout le monde, je vous invite de revenir sur l'épisode 67 avec Bertrand et Alex, donc aussi connus comme Becca et Poupard. Aussi, bonne nouvelle pour toi, Théo, la France est maintenant championne dans l'Europe de rugby fauteuil. Ils ont gagné 44-43 contre les Anglais. Donc, bravo à eux. Si vous ne connaissez pas ce sport, vous pouvez aussi aller voir des vidéos de YouTube de nos copains dans l'intervalle qui ont fait un joli reportage sur ce sport-là. Ouais, le rugby fauteuil, c'est très impressionnant. Hein. C'est vraiment un C'est sport. de ouf. C'est vraiment un sport étonnant, franchement. Moi, j'ai vu ça plusieurs fois et je trouve ça absolument génial. En plus, le score là est top. Alors, j'ai pas vu le déroulé du match, mais 44-43, c'est ça que tu dis ? Ouais, c'est ça. Ça doit être fou comme dénouement de gagner 44-43. C'est quand même pas fréquent, donc encore plus content pour eux. Mais là aussi, par rapport à ce que tu disais, je pense que le sport, lorsqu'il est adapté à des personnes qui peuvent plus le faire complètement en courant sur leurs jambes et qui arrivent à transcender leur histoire, leur malheur, leur tranche de vie qui à un moment les ont fauchés d'une manière ou d'une autre. Positivement, refaire une équipe de copains, arriver à être compétitif et puis être sur le toit de l'Europe, je pense que la joie doit être immense en fait, absolument immense. Donc vraiment, vraiment bravo à eux. Mais j'ai presque envie de dire aussi bravo aux Anglais parce que perdre d'un point sur des trucs comme ça, 44-43 en rugby fauteuil, en fait, le score il est anecdotique. Ce qui est fantastique, c'est que ces mecs fassent ça en fait. Oui, c'est sûr. Et encore des bonnes nouvelles, Théo. Je sais que tu aimes bien les classements mondiaux de World Rugby. Et la France, après ce match dont on va parler juste après, nous sommes 3e. Et on s'en fout parce que ce classement est complètement bidon. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est être champion du monde. C'est tout. Voilà. Le reste, voilà. Okay, et aussi gagner le tournoi à destination. Ouais, de ça d'abord. Donc, tout de suite, on va parler de ce dernier match qu'on avait fait pour ce week-end de rugby un peu mitigé. Ça a super bien démarré, mais on va parler à la fin quand même. C'était assez difficile ce dernier match Italie-Irlande, mais on va tout de suite plutôt dans le bonheur. Qu'est-ce que t'en penses ? Bien sûr, à fond, on saute dedans, à pieds joints. Alors pour ce France-Écosse, il y a pas mal de visages qui manquent côté Écosse en fait. Il manque Hamish Watson, notre troisième ligne préférée pas juste pour son coupe de cheveux, mais surtout pour ses plaquages. Il y a aussi Jamie Ritchie qui s'est blessé au début de tournoi. Il manque aussi deuxième ligne Richie Gray. Mais dans les arrières, il y a quand même Hogg, Russell, Chris Harris qui assure, un certain Darcy Graham qui éclate en ce moment. Ils n'ont pas un Tulagi, mais ils ont un Tupalou. Donc, c'est quand même une équipe avec un certain poids. Côté France, c'est une équipe qu'on connaît très bien, moins le casque rouge de Villiers qui est remplacé par Moefana. Oui, c'était un choix osé de la part du staff qui a surpris parce que Moefana, c'est pas un ailier de métier. Il joue vraiment au centre, il dépanne de temps en temps à l'aile. Mais là, il a montré que c'était un bon choix, en fait. Ah oui, on va voir ça tout de suite. Ça fait carrément 8 ans on n'a pas gagné ici à Murrayfield, qui était chaud. Ce match démarre avec un arbitre assez baraqué. Mauvaise coup de pied pour démarrer le match par Ntamak. 4 minutes et on est sur notre 4e mêlée. On entend le « Allez des Bleus » à Murrayfield, ça fait du bien. Ouverture de score à 6 minutes, mais c'est raté par Jaminet. C'est pas son journée au pied. Les deux équipes sont un peu nerveux. Mais Dupont, c'est quand même le meilleur joueur du monde. Il fait un course de 50 mètres, il cache des plaquages et il prend 4 ou 5 mecs à lui tout seul. C'est Ficou qui se met à 9 et William C. est servi. Donc, essayez pour nous, mais il faut rester vigilant. Les Écossais chopent le coup d'envoi et pénalité pour eux, 7-3. Action, réaction, Jaminet avec un joli 50-22. Touche, pendant le ballon, sur le côté, il donne un bail qui donne un extrémis à Moefana qui marque et nos bleus, comme nos corps, sont pleins d'espoir. Le ballon est aux Écossais, car il faut aussi laisser les autres jouer de temps en temps, mais nos montées défensives neutralisent leur attaque. Et puis, le beau rugby, c'est fini pour le moment. On perd un touche, Van Dormel nous fait des Van der Misère, Jaminet joue Superman, Pono joue au foot. 2 fois les Chardons ont essayé d'aplatir le ballon,
Mais finalement, c'est le remplacement de Hamish Watson avec un nom assez moche, Large, qui marque. 12 pour nous, 10 pour eux à 30 minutes. On perce, les Écossais nous piquent des ballons, on pique les ballons mais on fait des en avant. Heureusement, notre 9 s'est plaqué aussi, j'ai compté au moins 5 plaquages en 5 minutes par Dupont. Et ce Van der Mel est en train de galoper chez nous et merci à Stuart Hogg qui a fait l'en avant qui a tué ce moment de Scottish Flair. Pénalité pour nous, merci Waki d'avoir gardé son calme. On est chez eux à 41 minutes. Moefana tente sur la gauche et c'est Fickou qui voit un truc et il fait un course qui m'avait dit « Oh my God !» Et peut-être les dieux de rugby sont avec nous car on mène à la mi-temps 19-10. Ouais, une mi-temps à 100 à l'heure dans laquelle on s'est vraiment pas ennuyé, avec une deuxième partie de mi-temps qui était quand même à l'avantage des Écossais, incontestablement, qui se sont pas démontés du tout. Mais quelle classe des Bleus quand même. Finn Russell, il fait une erreur qui est quand même catastrophique. Le ballon qui lance plein champ, qui donne à Dupont, il lui offre la capacité de relance en début de match comme ça. C'est un truc, faut arrêter quoi. Tu donnes pas un ballon de but à Cristiano Ronaldo. Enfin, voilà, il paye cash direct parce que la relance elle est exceptionnelle. Le relais de Marchand, Paul Villemc qui vient marquer. Enfin, c'est des essais qui font vraiment rêver. Juste après, la prise en l'air de Darcy Graham sur le renvoi, elle est effectivement géniale. Et moi, je suis très admiratif de ces joueurs qui ont le timing, la qualité technique, à droit comme des singes. Là-haut, t'as l'impression qu'ils sont pendus à une branche en haut d'un arbre. Ils arrivent à attraper le truc. Moi, je trouve ça génial. J'ai toujours beaucoup d'admiration pour ça. Et puis, assez vite, on a vu que les Français se sont pas du tout affolés, étaient dans leur match, étaient très présents en défense, un gros plaquage à 2 Dupont-Villemc, des enchaînements pour éviter les touches qui sont extrêmement justes, et puis à nouveau des gestes justes, Penaud, Baye qui est quasiment dans tous les coups, on dirait qu'il joue 3/4 centre le mec, alors qu'il est pilier gauche et qu'il fait les mêlées aussi, c'est impressionnant, il est quand même très très fort. Moefana, dont on doutait dans cette position à l'aile, qui révèle des qualités d'ailier absolument incontestables. Et puis au moment voilà où les Français avaient quand même subi, parce qu'effectivement Rory Darge qui est impressionnant, il a 22 ans, le troisième ligne, le remplaçant d'Hamish Watson, on voit que c'est un sacré client et ça va être un joueur, on va le voir pendant les années qui viennent. C'est top de voir émerger des joueurs comme ça aussi jeunes, avec grosse encore action de Van der Merwe, etc. Mais les Français, avec les 7 Fickou, on finit une mi-temps comme les All Blacks. C'est-à-dire, je prends le jeu d'entrée, je prends un peu de distance, je te laisse t'énerver, montrer que t'es pas mort, je défends, et tu fais une faute, il y a essai. Et ça, c'est la marque des grandes équipes qui ne paniquent pas. Et je trouve que sur cette mi-temps et sur ce match, on va le voir aussi dans la deuxième mi-temps, ils ont complètement passé un cap là-dessus parce que il me semble qu'ils ont dominé cette équipe écossaise dans le mental et dans le fait d'être quand même assez sûrs de leur force et de gagner à la fin et d'accélérer à chaque fois que c'était nécessaire pour prendre le large. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu ça de l'équipe de France. Donc c'est vraiment intéressant et vraiment très encourageant. Oui, c'est intéressant ton comparaison aux All Blacks parce que l'essai de Fickou, c'est un essai d'All Black en fait, où il regarde, il dit bah tiens, il y a que 3 ou 4 avant là-bas sur la droite, bah j'y vais. Il va toute seule comme un grand. Ouais, c'est même pas avant, du French flair, tu vois, c'est même pas du French flair. Il y a toujours un doute. Il y a pas de doute. Il regarde, il dit ok, bah je vais la mettre. Il court. Sauf qu'avant, ils ont quand même balayé le terrain jusqu'au bout à gauche. Ils ont déplacé cette défense, ils ont étiré cette défense et après dans le jeu des replacements, effectivement. Il y a que des gros sur la partie gauche en défense. Et Fickou, t'as tout à fait raison. Il voit qu'il y a grosso modo ce qu'on appelle les gros, affectueusement, c'est-à-dire les mecs un peu moins rapides que les 3/4. Il dit mais attends, là si je mets les pattes, j'y vais tout seul en fait. Et en fait, c'est ce qui se passe quoi. Donc cet essai, il est absolument top, mais c'est un essai de Black en ce sens que je ne m'affole pas et je joue sur la qualité technique, l'intelligence d'occupation du terrain et l'opportunisme à tout crin. Et là, c'est vraiment ça, cet essai. Et c'est la première fois quasiment que je vois l'équipe de France jouer aussi intelligemment et aussi tranquillement. Ça, c'est vraiment impressionnant.
Tranquille, c'est un bon façon de démarrer, surtout ce deuxième mi-temps, parce que ça démarre très très vite avec un coup de pied de Penaud qui est toujours très en jambes, mais le ballon il tombe dans les mains de Mr. Dante qui marque. À 46 minutes, c'est notre gros beau et barbu Antonio qui sort blessé, Bobin qui entre. Temps fort écossais et jolie course par leur 9 Price, mais il paye le prix sorti par un protocole commotion. Moefana, le 11, a failli faire une bêtise avec un ballon qui traîne de notre but, mais ils sont dans notre camp, mais on s'en sort. Je lance Écro, croque des chardons. Marchand nous chope un ballon avant son sortie. Jaminet manque un pénalité, son troisième, il me semble, jusqu'à là. Les chardons essaient de sortir de leur camp, ballon en main, mais c'est très très difficile face à notre défense, très vigilant, très vaillant, très vigoureux et très Movaka. Moll, le ballon sort grâce à notre back et Damien Penaud marque son essai d'allié. Jaminet manque encore un coup de pied. Ntamak se montre disponible en défense. Movaka joue comme en arrière. Ça se voit qu'on aime plaquer et qu'on aime courir. Les Bleus s'amusent à 65 minutes et Ntamak va faire un geste de beauté qu'on attend depuis 20 minutes. Passe au coup de pied pour Penaud. C'est très beau. 36-10 coups de pied encore ratés. Les Écossais essaient de trouver leur essai de l'honneur et on les donne sur un plateau à 79 minutes. 36-17, un match qui est très bien démarré et très bien fini en domination totale. Ouais, et puis nous, on en a souvent parlé. On n'est pas des Britanniques, on laisse marquer des essais de l'honneur à nos adversaires, même quand on les écrabouille et qu'on les domine en fait de la tête et des épaules, ce qui est le cas dans ce match. Parce que l'essai des Écossais à la fin, c'est un super essai qui récompense vraiment un match plein des Écossais. Ils n'ont pas du tout été ridicules dans ce match, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, ils n'ont jamais lâché. Et l'essai de Van der Merwe, qui est un joueur qu'on admire beaucoup quand même. Oui. Ce mec-là, il aurait sa place dans toutes les équipes du monde. Il est quand même remarquable. Donc moi, j'ai trouvé ça très sympa pour eux. Cette deuxième mi-temps, les Bleus, ouais, ils marchent sur l'eau. Ils marchent sur l'eau. Un duel de numéro 9, parce que le numéro 9 des Écossais, Ali Price, c'est très sympa aussi. Il y a un moment où Ali Price se prend un bouchon de Dupont, mais de l'espace. Je pense qu'il a quand même eu du mal à s'en remettre. Donc Dupont, c'est le mec qui te fait les relances, les éjections, les bouchons en mode taureau. Enfin, il est au four et au moulin. C'est absolument impressionnant. Des erreurs techniques des Écossais quand même, hein. Une pénale touche mal négociée par les Écossais qui fait vraiment un bien fou aux Bleus parce que fin de première mi-temps, on avait quand même un petit peu subi les Écossais pendant un quart d'heure, 20 minutes. Donc là, on leur remontre qu'on va être opportuniste sur ces trucs-là. Petit clin d'œil. Nous, quand on a Julien Marchand qui sort, c'est Movaka qui rentre, quoi. S'il te plaît, le banc. Mais laisse tomber, quoi. C'est-à-dire que Movaka, il est quand même énorme. Faut rappeler que c'est lui qui a marqué un doublé contre les Blacks, etc. Le mec, il est remplaçant. Et d'ailleurs, il rentre, il est aussi bon que Marchand, qui a été excellent, mais Movaka, il participe arrachage, machin, 2 contre 1 avec Tao Fifenoa, on décale Tao. Les mecs, talonneur et deuxième ligne, ils jouent comme des 3/4 centres. Ouais. Penaud, on peut que faire des éloges sur les jambes de ce mec. Je peux pas m'en empêcher. J'ai lu dans l'équipe, Damien Penaud, il est directement impliqué sur 22 essais lors de ses 25 dernières sélections. C'est-à-dire que le mec, il te fout le feu au terrain, quand même. Dès qu'il touche le ballon, il y a panique à bord en face. Il marque quand même 2 essais. Le coup de pied d'Ntamak, on a l'impression que c'est facile, en fait, tellement c'est beau. Mais c'est magnifiquement joué. Donc, l'inspiration, elle est parfaite, elle est dans le bon timing. Et en plus, la réalisation technique, elle est parfaite. Et tu vois que Penaud, c'est pas fait. Parce que il l'attrape un petit peu du bout des mains, quand même. Il aurait vraiment pu la laisser tomber, quoi. Bah non, il la laisse pas tomber. Ça va à dame. C'est vraiment extraordinaire. Donc, c'est un match qui, pour moi, fait rentrer l'équipe de France un petit peu dans une autre ère s'ils arrivent à refaire ces matchs-là. C'est la première fois que je les vois avec, je dirais, autant de conviction et de certitude dans la manière dont ils ont tenu ce match. Et c'est, pour moi... vraiment, ils ont passé un cap au travers de ce match-là. Il faut absolument confirmer au Pays de Galles. Derrière, il faut écrabouiller les Anglais et on va faire trembler la planète rugby. Voilà. Si on réédite ça, ouais, ça va être chaud de nous battre.
Ouais, c'est marrant, comme tu dis, sans stress et avec beaucoup de calme. Et c'est démarré avec le coup de pied de Ntamak, là. Il a juste mis un peu de. Tu vois, oh, tiens, c'est bizarre, hein. Mais il se sentait vraiment pas, affaibli par son geste, de sortir son coup de pied dès le début, en fait. Et on voyait qu'il était. Très tranquille, en Ouais, fait. c'est Très agréable tranquille, de c'est voir. ça qui est incroyable. Sans stress. Et j'ajoute que on fait ce match-là, qu'on termine quand même avec 20 points d'écart, un peu les mains au haut du guidon à la fin, alors que Jaminet est à côté de son match. Oui. S'il est bon au pied, c'est 50. C'est 50 à Murrayfield. Grosso modo, hein, parce que s'il est bon au pied, ça enchaîne un peu. C'est pas tout à fait 50, mais il doit laisser 8 ou 10 points. Très souvent, quand même, les Français, combien de fois dans l'histoire de les souvenirs, les gens qui nous écoutent, combien de fois on a perdu des matchs parce qu'on laissait 6 ou 8 points au pied. Mais des dizaines de fois dans le tournoi Destination ou dans les grandes confrontations. Des dizaines de fois. On était un jour sans au pied, ah bah on n'avait pas le buteur, ah putain encore on n'avait pas le buteur, il était pas mal luné, machin, bah oui, bah hop, on perdait quoi. Bah non, là on gagne avec 19 points d'avance. Ouais, à 60 minutes, on était déjà gagné à 60 minutes sans problème. Impressionnant. Donc j'espère aussi que Jaminet, ça va lui servir de leçon. Forcément d'ailleurs, il va grandir. L'équipe lui a foutu une sale note, mais je trouve que voilà, il a pas tout raté non plus. Mais c'est vrai qu'au pied, il était dans un mauvais jour, et c'est la première fois. En équipe de France, il avait fait que des matchs où il était le canonnier. Donc petite alerte quand même, parce que les très grands buteurs d'équipes championnes du monde ne se trouvent pas comme ça. Il est très jeune, donc non seulement on lui pardonne évidemment, et on espère qu'il va s'en servir pour grandir, mais qu'est-ce qui a fait qu'il a déréglé la mire comme ça sur un match comme ça? C'est étonnant, il faut qu'il travaille ça et qu'il comprenne pourquoi. Oui, première fois au Murrayfield aussi, peut-être il y a un petit jeu de l'air. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est vrai, En parlant de Murrayfield aussi, merci au public français qui était là, parce que il a dit après, Dupont, il a dit aujourd'hui on se croyait en Stade de France, tellement le public français était derrière son équipe. Donc grand bravo à tous les spotters. Oui, il y avait beaucoup de Français. Moi, j'avais des copains qui y étaient, ils se sont éclatés. En plus, bon, quand la France gagne comme ça, t'as un petit plus, quoi. Tu fais ton voyage et t'as la banane du bout en bout encore plus. C'est un déplacement à faire. Nos écouteurs, si vous avez envie de vous faire un match du tournoi, allez à Édimbourg, à Murrayfield et tout, c'est absolument génial. Il y a toute une ambiance autour du stade, les gens pique-niquent sur les bords et tout. C'est vraiment absolument top. Et si vous pouvez pas, en fait, le trophée entre ces deux équipes dans Destination, ça s'appelle The Old Alliance. Et il y a un pub écossais à Métro Saint-Paul qui s'appelle The Old Alliance aussi. Et franchement, j'ai passé un bon moment ou deux là-bas. Donc, si vous pouvez pas aller à Murrayfield, vous pouvez quand même aller au pub à Paris qui s'appelle The Old Alliance. C'est bien sympa aussi. Alors, Old Alliance, c'est pas les Lions, hein. C'est pas Alliance à la fin, c'est Old Alliance pour nos écouteurs francophones. Ah, yeah, sorry. C'est la vieille alliance entre les Français et les Écossais contre les Anglais, en fait. Hein. Au départ, c'était ça le machin. Old Alliance. Mais ça s'écrit A-U-L-D. Je connais ce pub, il me semble qu'on a vu des canons là-bas ensemble, Thierry, déjà. Bah écoute, c'était quand même un sacré match à voir. Le pauvre équipe écossais, quand même, il y a Finn Russell qui a pris assez cher par rapport à, on va dire, il était pas en 100% de forme, mais il bougeait pas beaucoup ses fesses en fait aussi. Il a pris cher dans les journaux anglo-saxons. Il fait une erreur qui coûte très cher. Le coup de pied catastrophique qu'il met sur la relance inaugurale de Dupont est une erreur qu'il doit jamais faire. Franchement, c'est pas possible de donner un ballon comme ça à un joueur pareil. Donc ça aussi, j'espère que ça lui servira de leçon. On l'aime beaucoup, hein, Finn Russell. Oui, quand même. Sûr. C'est un joueur, c'est un petit gabarit au pays des mammouths. Faut être quand même lucide sur le courage de ces garçons qui sont pas gaulés du tout comme des Golgoth et qui jouent au rugby à très haut niveau. C'est impressionnant, comme Johnny Sexton, comme ces joueurs-là. Donc moi, je peux pas du tout l'accabler, mais c'est vrai qu'il est un petit peu passé au travers quand même. Tiens, une question, parce qu'il y a cette expression en anglais qui est the work rate. Donc, c'est le travail, on va dire. Mais ça s'appelle comment en français, ça, the work rate? Alors là, tu me poses une colle. Comment t'écris ça, le work rate? Work rate. Work, c'est le travail. Rate, c'est le montant, on va dire. C'est le montant de travail, en fait, que tu fais. Donc, quand il part des deuxièmes lignes qui plaquent, qui se relèvent, qui plaquent, par exemple, l'Italien, là, le capitaine qui est toujours à gogo, ça s'appelle un high work rate, you know. C'est-à-dire qu'ils font tout le, enfin, ils font l'essentiel, en fait. Ils sont sur les
nous, on parle de travail dans l'ombre, tu vois, mais c'est pas cette idée de tiens, on y va. La personne, il est toujours en train. Nous aussi en anglais, aux États-Unis, on dit high motor. Ça veut dire que, je suis toujours dans les 800 RPM, tu vois, 8000 RPM plutôt que 2000. Tu vois, je suis pas un diesel, je suis un high motor. Je suis désolé, Thierry, mais j'arrive absolument pas à savoir comment on pourrait traduire ça en français. Je pense que en français, on dirait putain, il est trop bon, le gong, il est énorme. Voilà, je pense que c'est ça. ou alors, comme dirait notre ami Vincent Moscato, c'est une pompe à vélo, il s'est troué complet. Voilà. Ça veut dire qu'il est passé à côté. C'est marrant parce que je pensais, tu vois, ça fait longtemps, j'ai pas parlé de comment expliquer ça à un Américain qui connaît pas le rugby. Et en fait, ce match-là, je me suis dit, bah tiens, la France ressemblait beaucoup à un boxeur qui s'appelle Floyd Mayweather, qui était très difficile à toucher, en fait. C'est un boxeur qui est très très bon techniquement, qui est absolument impossible de vraiment frapper dur, il arrive à esquiver presque tout, qui, je pense que jamais été mis KO dans sa carrière. Tu vois, et là, cette équipe de France, quand tu le regardes comme ça, bah, c'était assez impressionnant parce qu'il y avait vraiment jamais d'un gros coup où tu dis, oh là là, on est en vrai danger. Et ça fait presque 2 matchs comme ça. Oui, ce que tu dis sur les boxeurs est tout à fait vrai. Mais on se rappelle tous de la phrase de Mohamed Ali qui disait vole comme le papillon et pique comme l'abeille. Et d'une certaine manière, c'est ce qu'ont fait les All Blacks pendant longtemps. C'est la comparaison que je prenais au début. Les All Blacks, à leurs très grandes époques, sont extrêmement économes. Jamais à se consommer à 10 dans les rucks ou à tamponner comme des malades sur une défense en place. Non, on va chercher des espaces libres, on se consomme peu, on défend extrêmement bien et on fait feu de tout bois. Et dès que l'adversaire fait une erreur, pan! Voilà. Et c'est ce que tu dis sur des boxeurs qui esquivent, le mec se fatigue, à un moment il y a une ouverture, bing, uppercut, crochet du droit, terminé, fin de l'histoire. C'est un peu ça. Je trouve j'ai vraiment vécu ça sur ce match, et donc je trouve que la comparaison avec la boxe est très très vraie. Je sais que tu aimes bien les deuxièmes lignes, donc est-ce que tu as un petit mot pour finir sur les deuxièmes lignes de ce match? Bah, moi, j'ai adoré les nôtres, Willem C. Woki, parce que tous les deux, Willem C. marque un essai quand même, en venant au relais après une action de 70 ou 80 mètres. Donc, ça veut dire que pour un gros nounours, il a quand même les cannes, parce qu'il est au soutien là. Woki fait un match comme on s'habitue à le voir en faire, c'est-à-dire un match, il est monté sur ressort, ce mec. Voilà, donc il a une énergie absolument débordante. On a l'impression qu'il est aux quatre coins du terrain en même temps. Encore une fois, j'aimerais beaucoup connaître ses stats athlétiques. Je pense que c'est un athlète exceptionnel. C'est un mec qui aurait pu faire de l'athlé, etc. C'est certain. Il a des qualités physiques absolument top. Sur les Écossais, ils m'ont pas marqué. Je les ai pas. J'ai rien remarqué qui me botte sur les deuxièmes lignes écossais. Moi, sur l'équipe des Écossais, j'ai plutôt été assez fan du jeune qui remplaçait Hamish Watson, et Dieu sait que pour nous le faire oublier, faut y aller parce qu'on l'adore. Ouais, c'est sûr. Il marque un essai, 22 piges. Rory Darge, on en reparlera. Super joueur. Ouais, et bizarrement aussi, Darcy Graham qui était un peu invisible, je trouve, par rapport à les matchs avant où il était très très bon et très présent, malgré sa petite taille. Et ce match-là, on l'a pas vu. Sauf sur une ou deux réceptions en l'air, où il montre son talent. Mais c'est vrai que quand tu as une équipe dominée qui peine à gagner ses duels et à franchir à l'impact, les ailiers de poche, ils n'arrivent pas à avancer. Voilà. Et tu vois bien, d'ailleurs, même Gabin Villière, quand l'équipe de France avance, il rentre lancé comme un frelon dans les intervalles et tout va bien. Mais parfois, quand il est à Toulon et que son équipe subit en ce moment, en fait, tu le vois pas du match, quoi, parce que tout simplement, quand tu recules, ça le fait moins, quoi. Allez, c'était vraiment un super match de la France, donc bravo. On va passer à le deuxième match de cette week-end. Donc c'était l'Angleterre contre Pays de Galles. Angleterre avec un pack assez solide, avec le retour de Courtney Lawes, le capitaine. Mais les arrières, en fait, fait un peu peau neuve quand même, avec Randall et Marcus Smith qui font un 9-10 qu'on connaît pas très bien. Les seuls que je connais un peu vieux, ça veut dire Slade et Daly. Pays de Galles, ils sont sans leur Rhys Zammit, et avec beaucoup de joueurs qu'on connaît pas, ou moi je connaissais pas, on va dire. On voit un Bigard assez énervé au début, un Angleterre assez décontracté. 6-0 à 6 minutes pour l'Angleterre, mais les Red Dragons mettent un peu de pression, mêlée à 5 qui dure 5 minutes, qui finit avec un touche perdu. Cuthbert
côté rouge, hein, a fait un très bon match, le 14, a mis un peu de piquant dans ce jeu, mais je sentais bien la sieste arriver. J'imagine déjà la fin qui va être Angleterre en 24-6, mais c'était pas ça. 10 minutes sans rien, sauf un carton jaune contre les rouges. La sommeil ne vient pas, mais le beau rugby non plus. Marcus Smith et Tyne Basham nous montrent quelque chose dans leurs respectives équipes. Pour l'instant, Wales, ils ont une bonne défense. England, il manque le facteur X. Les choses s'ouvrent un peu. Cuthbert côté rouge et le 11 Jack Noel avec son bonnet bleu côté anglais. Les Roses se réveillent grâce à Marcus Smith et ses petits cannes de feu. 12-0 pour le mi-temps. J'ai fait un petit lessive, donc j'ai raté l'essai du numéro 8 anglais, 17-0. Bonne nouvelle, ça a réveillé les Gallois. Essai, passe magnifique du 9 pour Josh Adams, 17-5. Si tu fais 1, tu peux faire 2, ça devient 17-12. Et là, les Anglais disent, attends, il faut qu'on joue. Ils ne marquent pas d'essai, mais 3 points de pénalité, ça fait du bien. 20-12 pour les Anglais, toujours 10 minutes à jouer. Les finisseurs sont entrés des deux côtés, notamment un podcaster comme nous, qui s'appelle Joe Marler, ainsi que Jamie George. Les Anglais ajoutent 3 points de plus par Marcus Smith. 24-12, les Red Dragons sont à l'attaque, mais les Anglais le tiennent au bout de bras. Petit essai de Hardy, le 9 remplaçant gallois, 23-19, 4 points d'écart, on est à 80 minutes, un petit essai et les Rouges peuvent gagner ce match contre l'Angleterre. Il suffira de remonter le terrain complet de 80 mètres, sans faire de faute, sans faire de erreur de tout. Et non, c'est le sosie de notre Charlie, Maro Itoje, qui mit fin de ce match. Les Anglais sont désormais deuxième de destination en attendant le match Irlande-Italie. Oui, on se rappelle l'année dernière que nous, on avait eu des émotions absolument incroyables avec la victoire des Français à la 80e contre les Gallois et la défaite contre les Écossais qui nous avaient fait le coup inverse au Stade de France à la 80e. Oui. C'est ce qui est absolument génial avec cette règle du rugby qui permet de continuer jusqu'à ce qu'il y ait une faute même au-delà du temps réglementaire. Je trouve que c'est une règle absolument géniale parce que quand tu es à moins d'un essai, tout est encore possible, même s'il est à la 79e. En fait, même si tu es à moins 13, si tu marques à la 78e et que tu as le coup d'envoi et que tu as encore une action, tu peux gagner. Ça met des dramatiques absolument géniales dans ces matchs et je trouve que sur ce match, on l'a très bien vécu parce que les Gallois auraient vraiment pu gagner. Ils marquent très tard cet essai qui les ramène à 23-19. Ils récupèrent le ballon, ils ont effectivement remonté une bonne partie du terrain, ce qui prouve que les Anglais étaient pas du tout outrageusement dominateurs. Ils auraient tout à fait pu perdre ce match. Je trouve, comme tu l'as dit, que l'ailier Cuthbert a été absolument top. Il leur est rentré dedans, mais alors gaiement. Et ces Anglais, ils ont un paquet d'avant qui est intraitable et qui est effectivement extrêmement dense, extrêmement solide avec Joe Marler qui en plus est marrant, en plus d'être costaud et podcasteur, parce qu'il a quand même un look mais improbable et je le trouve marrant, il a l'air sympa, c'est vraiment un mec, on a envie de boire des coups avec lui, c'est pas possible. C'est notre défi si on est podcasteur et lui aussi, peut-être qu'on pourrait y arriver, Thierry, un jour. On sait jamais. Maybe, one day. Et par contre, derrière, ils ramènent effectivement Noël, Tuilagi, ok, etc. Mais en fait, ils sont chiants comme la pluie. Alors, ils ont un super jeune numéro 10, Marcus Smith, qui est vraiment très bon. Et je pense que lui, ça va être un grand joueur. Il est très à l'aise techniquement. Il a l'air intelligent. Le petit numéro 9 est pas mal. Ils ont le vieux guerrier Ben Youngs qui rentre 115e sélection à la mêlée, s'il te plaît. C'est quand même pas rien parce que la mêlée, c'est un poste où il faut des cannes. Et quand on vieillit, on a moins de cannes. Tout le monde le sait. Et ben lui, 115e, il est encore super fort. Je sais pas où il va aller, mais à ce rythme-là, il va bien en faire 120 ou 125. Et franchement, chapeau. Quel joueur, quel talent. Dommage qu'il ait été anglais parce que celui-là, c'est vraiment un petit Dupont quand même. Hein. C'est un vieux Dupont, quoi, on va dire. Mais c'est un joueur absolument extraordinaire. Mais je trouve que ces Anglais sont une caricature du rugby anglais, c'est-à-dire un gros paquet d'avant, un 10 de talent, un buteur ou deux, et puis on roupille, en fait. Voilà. Donc, qu'est-ce que Eddie Jones, finalement, fout avec cette équipe qui ronronne son rugby depuis des mois. Et j'attends, moi, qu'ils viennent au Stade de France et qu'on leur mette une grosse secouée. J'ai vraiment envie qu'on les éclate, en fait, là. Et je trouve que ce serait mérité. C'est loin d'être gagné parce qu'ils ont un très gros paquet d'avant. Mais
j'espère vraiment qu'on va aller gagner au Pays de Galles et qu'on va faire le grand chelem en leur marchant dessus au Stade de France. Voilà, c'est mon souhait, Thierry. Bah, j'espère que ça, que ça devient la réalité. Mais comme tu dis, c'est pas une équipe qui au moins avant, on avait un peu peur quand même. Et là, je pense que j'ai dit ça déjà la semaine dernière, qu'il n'y avait aucune urgence dans l'équipe des Blancs. On a l'impression qu'ils s'emmerdent. Ouais, c'est ça, en fait. Qu'ils attendent on sait pas quoi. Ouais, ils attendent le World Cup. Ouais. En fait, ils s'en foutent un peu de. Moi, c'est l'impression qu'on a là. Et t'as raison, en fait. Déjà, il y a le Stewart, le nouveau 15. Franchement, il est hyper grand. Il est super bon dans les airs. Mais en fait, avant, ils avaient Anthony Watson, Johnny May, Owen Farrell. Est-ce qu'on va revoir Owen Farrell? Ça, on sait pas. Mais en fait, tu vois, ces arrières-là, on connaît personne, en fait. Je pense que Marcus Smith peut vraiment être un garçon qui anime cette équipe. Il est très jeune. Il est super talentueux. Je sais pas quelles sont ses origines. Il a un petit côté, il a un physique un petit peu métissé. Je sais pas s'il est des îles ou s'il est asiatique ou je sais pas quoi, mais il a une petite note, voilà, c'est pas Owen Farrell qui était vraiment un petit peu la caricature d'anglais avec la mèche et les cheveux courts. C'est un autre trip. Et moi, j'aime beaucoup ce joueur. Je l'ai découvert un peu avant, je le connaissais pas. L'an dernier, il était pas dans le squad, ce mec-là. Ouais, jeune homme, 23 ans. En fait, il était quand même remplaçant pour the Lions Tour en Afrique du Sud. Apparemment, il était né aux Philippines. Ah oui, né à Manille, c'est ça. Et tu vois, petit gabarit, 1m75. J'aime bien ce joueur. Voilà, j'espère que lui va réveiller un peu les Anglais et qu'on va avoir un peu de renouveau avec ce mec-là autour de lui. Attendons de voir. Mais pour l'instant... Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu es en train de souhaiter de bonne chance aux Anglais, là, Théo. Tu te rends compte? Tu sais, Thierry, ce vieil adage, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Voilà. Donc moi, je veux que ces Anglais nous fassent peur. Je veux qu'ils soient bons. Je veux qu'ils nous poussent dans nos retranchements. Et je veux qu'à la Coupe du Monde, grâce à eux, on soit encore meilleur que si on avait une équipe anglaise moyenne. Tu as les discussions de Rafa Nadal et Roger Federer qui disent s'il n'avait pas été là, j'aurais pas fait la même carrière. Pourquoi? Parce que ces mecs, avec une adversité qui est au rendez-vous et qui te pousse dans tes retranchements, te pousse à devenir meilleur que tu n'aurais été. Voilà. Donc, on a besoin d'avoir des confrontations contre des mecs très forts. Et les Anglais, aujourd'hui, oui, ils sont bons, c'est solide, quoi, c'est costaud, mais c'est chiant. Voilà. Et nous, on a envie de voir des matchs avec de la dramatique. Ouais, avec, on aimait bien Johnny Wilkinson quand même. D'ailleurs, Serge Betson sur notre podcast, il y a très longtemps, c'était mon deuxième interview, il a dit la même chose, dire que Absolument. Johnny Wilkinson... Il avait dit la même chose, que Johnny Wilkinson l'avait fait grandir, et qu'il avait parlé avec Johnny, qui lui avait dit que Serge l'avait fait grandir aussi, parce qu'il était tellement bon sur la défense en pointe, sur le numéro 10, etc., que Wilkinson avait dû se remettre en question. Absolument. Faire des drops très très vite. Des drops ultra rapides. Ouais. Allez, on va parler d'un autre match qui malheureusement n'était pas très très vite. C'était assez long. C'était Irlande-Italie. Pas longtemps pour avoir le premier essai quand même. Petit percu de numéro 8 qui passe au 2, qui essaie de carburer le 10 qui marque. Merci quand même aux avants. La défense Irish, ils sont très à l'aise. Ils prennent des touches, ils repoussent l'attaque italienne et récupèrent le ballon. 18 minutes, carton rouge pour le talonneur remplaçant. Italie n'ont plus de talonneur parce qu'en fait le titulaire était déjà sorti de blessure. Le talonneur remplaçant a fait un plaquage haut, donc il doit sortir en carton rouge. Et donc Italie doit passer au mêlée simulé et donc d'un coup il doit être à 13 joueurs. Je n'ai rien compris à ce bordel, Thierry. Là, on est dans la caricature où le rugby devient débile. Je voudrais qu'on soit du foot américain avec 40 mecs sur la feuille de match et on arrête de nous inventer des trucs où il y a un carton rouge et tu finis à 13. Mais qu'est-ce que c'est que cette règle? Déjà, c'est 53 en foot américain. Voilà, 53. Au foot américain, moi, vous êtes peinards. Tu peux pas avoir des mecs pétés, ils sont tous pétés. Après, tu fais descendre des mecs de la tribune, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc où on est dans un match international, où on sait déjà, en plus, malheureusement pour les Italiens, 35e défaite d'affilée quand même, on le sait. Et en plus, les mecs finissent à 13. À la fin du match, s'il te plaît, ils ont fini à 12 parce qu'il y a eu un plaquage haut, non, un en avant volontaire. Donc, ils peuvent finir à 3 aussi. Et au bout d'un moment, c'est quoi l'intérêt? Donc là, je pense que ces règles-là, alors moi, je les connais pas en détail. J'ai halluciné parce que j'ai vu qu'ils étaient
carton rouge, et puis à un moment, je vois qu'ils sont 13, je me dis, merde, j'ai dû louper un truc, il y a dû avoir un deuxième carton rouge, non? Et c'est invraisemblable, écoute, c'est invraisemblable. Bah, si tu veux, tu laisses l'Américain expliquer les règles de rugby. Vas-y, je serai content. Donc, ce que j'ai compris, en fait, c'est qu'ils veulent pas que des équipes, ils disent, bah, ok, le deuxième talonneur est blessé, et donc ils mettent genre un 6 ou un 7 à quelqu'un qui, très vite, qui va plaquer à la place. Et donc, en fait, ça va pas pénaliser l'équipe, et en fait, ils vont être plutôt très rapides sur les côtés. Et donc, ils disent, bah, pour éviter que des équipes sort leur talonneur et remplace par un autre joueur plus mobile, ils enlèvent un joueur de plus. Et donc ça, c'est cette idée de carence. Donc comme ça, voilà. Donc comme ça, au moins, des équipes ne peuvent pas profiter de ce système. C'est bien ce que je dis, c'est du bullshit. Voilà. Oui, tu as tout à fait raison. C'est pathétique. On part du principe que les mecs vont être des gros tricheurs dégueulasses qui vont contourner les règles. C'est minable. Voilà. Donc j'ai trouvé ça horrible. Ça. Pendant le mi-temps, j'ai checké Twitter et j'ai vu qu'il y avait personne qui a compris les règles non plus. Bon, je te remercie pour cet éclairage parce qu'effectivement, du coup, je comprends la logique qui n'en est pas une. Oui. Comme disait Daniel Herrero, au rugby, il y a 495 règles, dont 490 de trop, quoi. À un moment, faut arrêter ces règles à 2 balles. En tout cas, là, c'était une bouillie de rugby. Je sais même pas s'il faut aller au bout du truc parce que on n'avait qu'une envie. C'était qu'à la mi-temps, les mecs disent, écoutez, voilà, c'est bon. 60, on s'arrête, on va pas se blesser, on n'est pas là pour... c'est exactement le sentiment que se ridiculiser, payer une bière de notre part aux mecs dans la tribune, ils ont eu qu'une mi-temps, merci, au revoir, on rentre à Rome, quoi. C'était catastrophique. Voilà. C'était ça. Bon, c'était 24-6 pour le mi-temps, c'était 57-6 à la fin. Comme tu dis, ils finissent à 12 contre 15, les pauvres Italiens. Un match qui a déroulé d'une façon que personne voulait, vraiment. Alors, ça va donner du grain à moudre à CVC et les foufous du sport business qui veulent mettre peut-être l'Afrique du Sud à la place de l'Italie dans le tournoi. Bien que le tournoi The Six Nations a dit que c'était faux. Donc, je sais pas ton avis sur le truc. On s'interroge sur la légitimité de cette équipe d'Italie et dans ce podcast, on en parle quand même assez souvent. Moi, toutefois, je serais pas favorable à l'arrivée des Sud-Africains dans le tournoi Destination. Le tournoi Destination, c'est vraiment un championnat européen depuis plus de 100 ans. Ça n'aurait quand même aucun sens de faire venir l'Afrique du Sud, de faire cramer 15 000 litres de fuel toutes les 5 minutes pour aller jouer là-bas. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas de décalage horaire avec l'Europe en Afrique du Sud. Donc, dans l'absolu, on pourrait. Mais est-ce que ça aurait du sens du point de vue du tournoi Destination ? Franchement, je crois pas. Non, je suis d'accord avec toi, pas du tout. Mais s'ils rament jusqu'à là-bas, il y a moins d'essence et en plus, ça fait des jolis des trappes, tu vois, des bons épaules. Mais là, ça va être long, le tournoi. Écoute, la seule bonne nouvelle de ce match, c'est que peut-être le capitaine italien Michel Lamero, il va casser le record de plus de plaquages dans un tournoi de Six Nations. Il est déjà à 60 plaquages en 3 matchs. Moi j'aime bien cette équipe d'Italie, c'est un peu comme ça et je suis d'accord avec toi que ça devrait pas vraiment changer. Si on mettait un tournoi à 7 nations, pourquoi pas, mais je sais pas, mais je pense qu'ils méritent leur place. Apparemment la France, le premier match gagné par la France, ça a pris quoi, 20 ans, un truc comme ça, peut-être j'ai dit un connerie, mais ça a pris beaucoup de oui, et puis les Italiens ont déjà gagné dans le tournoi. Là, ça fait longtemps qu'ils gagnent pas, mais ils ont déjà gagné des matchs et c'est pas en les excluant qu'on va les faire progresser. Le seul truc, c'est quel est le challenge des coachs et des entraîneurs et des joueurs eux-mêmes. Au bout d'un moment, c'est vrai que le temps est très très long, quoi. Tu sais, en parlant de ces tournois clos comme ça, closed, c'est la même, ça va ? Clos, ouais, ça va. Ouais. Ça me fait penser que je trouve que le top 14 en ce moment, on devrait l'arrêter là, on devrait le fermer, et parce que je trouve que, ils ont, avec le USAP et le Biarritz, c'est des équipes que j'aime bien, ils jouent pas mal, ils sont là, ils sont bien présents je trouve que c'est un championnat qui va très bien, on devrait le fermer là, comme ils ont fait en Angleterre récemment. C'est ton côté américain, ça. Ah oui, c'est sûr. Vous aimez les ligues fermées dans le... Pourquoi ? On va en parler Parce que c'est predictable et que on sait qu'on va avoir les revenus des droits télé du truc pendant longtemps, et les ricains qui ont révolutionné le monde avec leur business aiment que le business soit prévisible. Bien sûr. Bien sûr, moi j'aime bien savoir à qui je vais jouer l'année prochaine. Alors que nous, on aime l'incertitude du sport, la glorieuse incertitude du sport. Mais vous aimez pas ça, les ricains, l'incertitude. Ça vous fait flipper.
Bon, je pense qu'on réserve ça pour tout un autre épisode pendant une bonne heure, je pense. Oui, et puis ce week-end, comme c'était un week-end de doublon, il y avait du top 14. Hein, Thierry? Donc, Clermont a éclaté Perpignan, 52-12. Lyon a battu Biarritz 34-15. La Rochelle est allée gagner à Pau. Le Racing 92 a eu du mal, mais finalement s'est imposé largement contre Castres 45-25. 6 ou 7e victoire d'affilée, je crois. Et Brive a battu Toulon 17-10, ce qui fait que Toulon est pas loin de la zone rouge, juste au-dessus de Perpignan. Donc tout en bas, on a Biarritz qui est probablement déjà condamné, Perpignan qui est tout proche de Toulon, et puis dans les 6, Bordeaux-Bègles qui a été perdre à Toulouse, donc Toulouse qui met fin à une série infernale de 6 défaites d'affilée qui leur était pas arrivée depuis une éternité. Faut dire qu'ils ont beaucoup de joueurs en équipe de France. Donc Bordeaux-Bègles toujours en tête avec Lyon, Montpellier, le Racing qui est 4e, Castres et La Rochelle, Toulouse à l'affût 7e, et le Stade Français a été perdre à Montpellier et s'éloigne un petit peu des 6. Voilà mon cher Thierry pour le top 14. Bah, c'est très bien. Quand tu parles de top 14, ça me fait penser à U20 aussi, qui sont allés gagner contre l'Écosse. Donc, c'était 30-17 malgré 2 cartons rouges. Donc il faut faire un peu gaffe les jeunes. Hein. Et c'est marrant parce qu'ils ont des moustaches. Ils ont moins de 20 ans, ils ont des moustaches déjà. C'est le style. Ben, ça m'a pris 40 ans pour avoir un barbe. Tu rigoles, mais ils ont 19 ans, ils ont une moustache. C'est pas juste. Arrête. Donc Thierry, nous on va revenir maintenant dans 2 semaines, enfin dans 10 jours, au moment où vous écoutez cet épisode, chers écouteurs, puisque il n'y a pas de tournoi destination le week-end prochain, mais le week-end suivant, c'est-à-dire le week-end du 12 mars, faut mettre votre réveil parce que c'est le vendredi soir que les Français iront défier les Gallois au Millennium Stadium de Cardiff. Ensuite, ce sera à Rome que les Italiens essaieront de gagner pour la première fois depuis 35 matchs contre les Écossais. Et ensuite, à Twickenham, ce sera Angleterre-Irlande. Donc ça, toujours des matchs à ne pas rater. Donc Thierry, c'est quoi les pronostics pour ces matchs-là ? Oh, je pense que c'est la Miami Heat qui vont battre le Chicago Bulls, hein, et c'est les Lakers, ils vont perdre. Non, c'est pas ça, c'est la mauvaise excuse. Là, la France, allez, je dis 27-20 pour la France. Ça va venir vraiment dernière seconde parce que quand même, ils font peur toujours les Red Dragons de Pays de Galles. En plus, c'est chez eux. Donc, Italie, je pense qu'ils vont gagner pour 1 point. Voilà, je dis ça contre les. Ah, c'est beau ce pronostic. Là, tu me fais plaisir. Et les Irlandais, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Les Irlandais, ils vont perdre. Moi, je le sens pas contre l'Angleterre. Je pense que c'est l'Angleterre qui, même si on n'aime pas, même si c'est pas très beau, ils vont gagner chez eux quand même. Ok, très bien. Et ben rendez-vous du coup dans 2 semaines pour l'épisode de débriefing de ces matchs-là. Avant, on espère, les marches de la gloire vers le Grand Chelem, si on suit tes pronostics, puisque les Français n'auraient plus qu'à monter sur la tête des Anglais. On parle pas trop, s'il te plaît, parce que chaque fois, tu as toujours un mec qui dit « Ouais, les Français, ils vont gagner le Grand Chelem. » Juste après, tu vois, c'est on dit rien. Ouais, voilà, on dit rien. On dit rien, on n'a rien dit d'ailleurs, on n'y croit pas. Oh, il n'a pas loupé un coup de pied depuis 2 ans, tu vois, et boum, il loupe le coup de pied. Donc non, on dit rien de tout, et ça va bien passer tout tranquillement. Ça te va ? Ça me va tout à fait. Donc voilà, on se revoit d'ici 10 jours avec notre copain Charlie, et à très bientôt tout le monde. Oui, peut-être même avec aussi notre copine Alban, qu'on n'a pas vue depuis longtemps, mais on l'oublie pas. Alors Alban, on t'embrasse, on espère que tu nous écoutes, et on vous embrasse à tous, comme disent les hommes du Sud-Ouest. Et embrassez-nous sur les réseaux sociaux avec des likes et des bisous et des partages et toutes ces bonnes choses. Exactement. Allez, au revoir tout le monde. Allez, ciao. Bye bye.